Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors aujourd'hui, donc comme l'a dit Joseph, on va vous parler de déployer des algorithmes. Comment on a mis en place des process pour passer de l'exploration de Jupyter Notebook à du machine learning en production. Alors tout d'abord, qui sommes-nous ? Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Théo, donc je suis data engineer à Deezer. Donc en gros mon travail c'est de rendre la donnée accessible un peu à toutes les équipes data de Deezer qui vont ensuite faire plein de choses comme des analyses, de la recommandation. Voilà, et moi les technologies sur lesquelles je vais travailler ça va être principalement du Scala, du Spark et un peu d'optimisation de clusters, voilà, donc des scripts bash aussi. Et donc moi je m'appelle Pauline, je suis data scientist dans l'équipe qui s'appelle Business Intelligence and Data Analytics. Donc on travaille sur des problématiques business et on essaye de les résoudre avec de la data science. Donc mon travail ça consiste à essayer de concevoir des modèles du machine learning et je travaille avec Python et Spark. Donc tout d'abord qu'est-ce que c'est Deezer ? Donc comme vous le savez, Deezer c'est une application de streaming musical. On a environ 14 millions d'utilisateurs par mois et on a un catalogue assez conséquent de 53 millions de musiques. Et on est présent en plus de 180 pays. Alors, ensuite, qu'est-ce que la data science pour le produit et le business ? Donc, dans notre équipe de data science, en fait, on travaille beaucoup avec des équipes produits, des product managers et des équipes business. On essaye de comprendre leurs problématiques et on essaye de trouver des solutions à l'aide de la data science pour aider à résoudre leurs problèmes. Donc notre travail s'est articulé beaucoup sur trois axes. Donc d'abord on fait de la data exploration qui va nous permettre donc de concevoir les modèles, de les optimiser. Ensuite on fait beaucoup de data visualisation pour essayer un peu de restituer les outputs qu'on a trouvés de façon à ce que ce soit compréhensible pour eux. Et on synthétise tout ça dans des livrables qui sont souvent des présentations et des rapports. En fait, à partir du coup de ce travail, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes, disons. Le premier, c'est qu'en fait, une fois les présentations en fait, présentées aux équipes produits, on se retrouvait avec tout le code qui avait été fait pour toute l'exploration de données, qui était en fait inutilisé et qui du coup juste restait comme ça sur les ordinateurs des différents data scientists et voilà, c'était un peu une perte d'intelligence on trouvait pour Deezer. La deuxième chose, c'était qu'en fait la plupart des insights qu'on allait donner aux équipes produits, en fait ils étaient ad hoc. En effet, si jamais une équipe demandait un an plus tard, voilà, vous nous avez présenté ça, est-ce que c'est encore valable ou pas, c'était très difficile pour nous en fait de redire oui, c'est encore vrai ou non, c'est plus le cas. Pourtant, quand on y pense, en fait, vu que pendant notre exploration de données, on va bien souvent modéliser nos utilisateurs, en fait, cette modélisation peut devenir en fait un outil actionnable, et notamment en fait, pas mal de design produits pourraient juste être data driven, c'est-à-dire en fait tout simplement adapter le produit à la modélisation de nos utilisateurs. Et enfin, on avait une envie, nous, de suivre en fait la performance de nos algorithmes. Et donc en fait au jour le jour on voulait savoir voilà ce qu'on avait dit en janvier 2018, est-ce que c'est encore vrai ou non en janvier 2019. Et donc pour ça on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on puisse déployer nos algorithmes en production. Alors du coup donc on a décidé, on a réfléchi entre nous en fait à comment passer de l'exploration machine learning à la mise en production de code. Et donc on a trouvé 5 étapes qu'on va en fait là dans cette présentation vous présenter sur un exemple concret qui sera la modélisation du churn. Et donc très rapidement, donc, la première ça va être en gros l'étude des besoins business. Ensuite ça va être tout le travail d'exploration du data scientist. Ensuite il va y avoir toute une partie de comment définir l'architecture de production de notre code, le développement bien sûr, et enfin comment déployer ce code et traquer la performance des algorithmes. Et donc, comme je le disais, on va voir ça sur l'exemple de la modélisation du churn. Alors, qu'est-ce que le churn à Deezer ? Donc, en fait, à Deezer, il faut savoir qu'on a des utilisateurs qui, en fait, acceptent de payer un certain nombre d'euros par mois pour avoir de la musique.
Donc nous, on a deux événements plutôt importants dans la vie d'un utilisateur. Ça va être le moment où l'utilisateur décide de s'abonner. Donc on appelle ça la conversion. Et il y a une deuxième partie, c'est le moment où ça arrive assez souvent, les utilisateurs se désabonnent et décident de ne tout simplement plus payer. Et donc on appelle ça le churn. Et c'est en fait, on voulait modéliser, savoir en gros, est-ce qu'un utilisateur a des grandes chances ou non de churner, voilà, au bout d'un certain temps. Donc alors, comme l'a précisé Théo dans les étapes, la première chose à faire, c'était un peu d'identifier le besoin qu'il y avait derrière cette modélisation. Donc pourquoi on a besoin de prédire le churn chez Deezer? On a identifié deux points par rapport à ça. Donc le premier, c'est au niveau d'utilisateur. Si on est capable de prédire qu'un utilisateur va partir ou pas, on va être capable d'anticiper et d'agir sur cet utilisateur pour le retenir. Et par exemple, communiquer avec lui via des mails, des notifications pour lui dire par exemple voilà, t'as pas testé cette feature, est-ce que ça t'intéresse, etc. La deuxième chose, c'est au niveau du produit, si on est capable de prédire le churn, on va être capable également de comprendre les facteurs qui influent le churn, qui sont responsables de ce churn. Et si on est capable de les trouver, alors on va être capable d'agir et de changer les points du produit qui sont responsables de ça. Alors donc maintenant qu'on a identifié le besoin, le travail du data scientist, ça va être de faire tout un travail exploratoire. Donc on le fait souvent à Deezer, soit sur Jupyter, soit sur R. Et donc ce travail exploratoire, il va nous permettre d'éclaircir plusieurs points. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va modéliser le churn. Et donc on a décidé à Deezer de modéliser le churn sous forme d'un apprentissage supervisé, donc sous forme d'une classification binaire. Avec un modèle qui vaudrait 1 si la personne va churner et 0 si elle ne churne pas. Donc avant de se lancer dans le modèle, il fallait définir la meilleure métrique pour mesurer si le modèle était bon ou pas. Donc là, pour le churn, il fallait se mettre d'accord sur le fait, il fallait se mettre d'accord et savoir si on voulait plutôt avoir très peu de faux positifs ou avoir très peu de faux négatifs. Dans la réalité, on cherche plutôt un compromis par rapport à ça. Une fois qu'on avait défini la meilleure métrique, maintenant le travail c'était de trouver les meilleures features et le meilleur algorithme qui prédirait le churn. Donc on a exploré des features d'activité, d'utilisation du produit, également de parcours d'offres pour nos utilisateurs, et on a choisi celle qui nous permettait d'avoir la meilleure prédiction. Et pour les algorithmes, on en a testé plusieurs et on a regardé le meilleur pour la prédiction également. Une dernière chose qu'on a faite pendant l'exploration, en parallèle de tout ça, c'était trouver la meilleure période pour le training set. C'est-à-dire, en fait, on s'est posé la question pour notre modèle de churn de savoir est-ce qu'il vaut mieux entraîner le modèle sur, par exemple, une semaine de données afin d'avoir des données fraîches et récentes, ou alors est-ce qu'il faut plutôt prendre carrément une année de données afin de s'affranchir des saisonnalités qu'on observe dans l'activité des utilisateurs. Ok. Donc une fois toute cette exploration faite, on se retrouve en fait du coup avec un score, une probabilité pour chaque utilisateur de churner durant les disons 15 prochains jours, le prochain mois. En fait, donc voilà, on a ce score, c'est cool, et on se dit en fait comment on pourrait aller plus loin. Tout simplement, potentiellement, comme je disais précédemment, pourquoi pas personnaliser la stratégie produit en fonction de ce score de churn. On pourrait imaginer potentiellement une personne qui a une probabilité de churner un peu plus élevée, simplement envoyer par exemple des mails ou des notifications un peu différentes qu'une personne dont on sait qu'elle va rester sur Deezer le mois prochain. L'autre possibilité pour nous, c'était de faire de la prévision financière. En effet, on sait combien on a de personnes à Deezer qui sont abonnées un mois M. On connaît la probabilité pour chaque utilisateur de churner au mois M+1. Tout simplement, on peut savoir a priori combien de personnes vont être abonnées le mois suivant. Et donc à partir de ça, voilà, on peut faire tout simplement plein de calculs financiers dessus. Pour avoir du coup ce score de churn, comme je vous disais, calculé tous les jours, tout simplement il faut déployer un job journalier qui va calculer ce score pour tous nos utilisateurs. Donc là, on en est arrivé à cette question, et donc on s'est dit qu'est-ce qu'il nous faut pour déployer ce score en production. La première chose, c'est qu'on voulait qu'il soit exécutable sur notre cluster de machines. Donc on a un cluster de machines et on ne veut pas en fait que la modélisation soit faite tous les jours à la main par un data scientist sur son ordinateur. C'est pas quelque chose
qu'on voulait, qui de toute façon est scalable. La deuxième chose qu'on voulait, c'est que ce soit maintenable par d'autres personnes. En effet, si le code est vraiment la propriété d'une seule personne, potentiellement la personne change d'équipe, la personne va changer de scope, toute l'intelligence est perdue et donc c'est pas super pour nous. Enfin, on veut être sûr qu'il donne les bons résultats, c'est comme ce que je vous disais précédemment, c'était tout simplement, on a un score, on veut être sûr qu'il soit bon et on veut traquer sa performance au fur et à mesure du temps. Et donc pour ça, on a fait un certain nombre de process, notamment la Data Architecture Review. Alors donc ici, le data scientist qui a fait son exploration de données, on a décidé en fait de faire des squads et en gros on a réuni 3 personnes pour ce projet. La première, le data scientist qui a fait toute l'exploration de données. On a pris quelqu'un d'une équipe data engineering à Deezer, donc ici moi, qui en fait a un peu plus l'expérience de tout ce qui va être mise en production d'algorithmes. Et enfin, on voulait avoir un peu un œil extérieur qui soit pas totalement dans le business en fait pour essayer un peu de nous amener vers d'autres insights. Et donc on a pris quelqu'un d'une équipe data de Deezer mais extérieure. À partir de là, il y a eu 3 phases. La première, c'était la Data Architecture Review qui consiste en fait en une réunion avec les trois parties et qui va discuter en fait des quels sont les problèmes à mettre en production un code, quels sont potentiellement les risques et enfin décider de l'implémentation. Voilà, est-ce qu'on le fait tourner tous les jours, est-ce qu'on va changer de langage, etc. Ensuite, il y a toute une phase de code qui est cette fois faite par le data scientist. Et pendant toute cette phase de code, en fait, les 2 autres personnes vont avoir un rôle un peu d'aide, tout simplement, si jamais il y a des problèmes. Enfin, toute une phase de review à la fin du code où voilà, les 2 autres personnes vont se mettre à revoir le code, à dire voilà, on aimerait bien changer telle chose, telle chose. Et enfin, la partie déploiement qui est gérée par l'équipe data engineering. Alors, à la fin de la Data Archi Review que Théo vous a présentée, on a dû se mettre d'accord sur une architecture qu'on devait du coup mettre en production pour notre algorithme de machine learning de churn. Et donc on en est venu à l'architecture suivante. Donc c'est une architecture en 2 parties comme beaucoup de modèles de machine learning, avec une partie de training qui va s'effectuer mensuellement et une partie de prédiction qui va s'effectuer de manière journalière. Dans cette architecture, il y a 3 jobs en bleu dont on va un peu revenir en détail par la suite. Donc la première chose, le premier job de cette architecture, c'est un job qui va calculer des features pour le modèle. Donc ça va être des features pour chaque utilisateur qui vont servir à alimenter à la fois le dataset de training et aussi le dataset de test quand on va devoir prédire dans la réalité si tel ou tel utilisateur va s'en aller. Ensuite, on a un deuxième job du coup qui est un job de training et qui va donc s'effectuer mensuellement. Et qui va être un job qui va enregistrer un modèle, et on va aussi stocker une performance sur notre phase de training. Et enfin, on a un job de prédiction, donc qui va utiliser le modèle qu'on a précédemment entraîné et va prédire pour chaque utilisateur est-ce que oui, cet utilisateur va partir ou pas. Et comme c'est un événement de churn où on a des labels et il suffit de regarder quelques jours plus tard si l'utilisateur est parti ou pas, on peut stocker et suivre une performance de notre prédiction au jour le jour. Voilà, du coup, une fois qu'on a cette architecture qui a été validée validée, le data scientist va devoir donc migrer son code depuis l'exploration jusqu'à la mise en production. Donc pour le churn, c'était des codes qui étaient écrits en Python avec les librairies scikit-learn. Il a fallu l'adapter au langage de production, donc Scala Spark pour nous, pour un peu scaler notre code. Et donc là, c'est une partie un peu difficile où il faut faire attention à beaucoup de choses, donc s'adapter à l'architecture du code actuel de nos projets, s'adapter à la nouvelle logique tout en gardant les éléments importants de l'exploration et enfin s'assurer qu'il n'y a pas de différence et de résultats étranges sur les résultats qu'on a obtenus en prod. Donc voilà, donc on a notre code qui est mis en production, donc c'est cool. Nous du coup après le déploiement, on a envie de checker un certain nombre de choses. La première chose, ça va être tout simplement est-ce que notre code marche ou pas tous les jours?
Pour ça, nous, on a un scheduler de job interne donc, qui s'appelle Cornelius, qui est un peu semblable à Airflow ou Azkaban, si vous connaissez. Et donc, en fait, c'est une technologie interne et elle nous permet tous les jours de savoir est-ce que simplement le programme a marché ou non durant la nuit. La deuxième chose qu'on a envie de voir, c'est tout simplement est-ce que l'algorithme marche ou non au cours du temps. Donc pour ça, nous, la chose qu'on a décidé, c'est en fait à la sortie du job, donc en Spark ML, de prendre toutes les métriques possibles dedans et de les stocker en fait dans une table Hive qui va incrémentalement chaque jour ajouter des nouvelles métriques, et à partir de ça, on peut faire la visualisation de données. Nous, on a utilisé par exemple Tableau Dashboard pour en fait tout simplement regarder chaque jour comment évoluent nos métriques et du coup voir est-ce que l'algorithme fonctionne encore ou est-ce qu'il y a des choses à refaire dessus. Alors donc voilà, on vous a présenté un peu les étapes de notre processus. Ce qu'on a appris et ce dont on s'est rendu compte, c'est que la marche était quand même haute entre l'exploration et la production. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand on déploie un algorithme dont on n'a pas forcément conscience quand on fait de l'exploration. Mais on a aussi réalisé que c'était très très important pour nous de collaborer entre les équipes, que ce soit engineering ou les autres équipes d'attaque qui viennent avoir un œil extérieur sur le projet. Et enfin, on vous a présenté un process qui apparaît très très linéaire. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est très itératif, que ce soit au moment de l'exploration ou quand on a fini de déployer. Va y avoir beaucoup de retours s'il y a des choses qui ne marchent pas et des choses à améliorer. Et enfin, nous, pour nos prochaines étapes, c'est que l'algorithme, actuellement, il est en prod, mais pour l'instant, on n'a pas encore fini de l'utiliser. Donc maintenant, il va falloir construire une API pour que les autres équipes puissent se servir un peu des outputs qu'on leur a fournis, pour que vraiment le machine learning devienne du machine learning comme un service. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention.